Bon, ben, merci pour l'invitation. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que le plus important c'est de privilégier la discussion. Dire simplement que ce qui se passe à Fukushima au Japon depuis 3 semaines maintenant est, à n'en pas douter, une catastrophe, et une catastrophe d'une très grande ampleur. Alors on peut discuter, c'est pas encore très clair aujourd'hui, est-ce que cette catastrophe est un peu moins grave, aussi grave ou plus grave que celle de Tchernobyl. On peut avoir de longues discussions là-dessus. Il semble, parce que les informations sont très peu précises, que la quantité de particules radioactives qui ont été projetées dans l'atmosphère est moins importante qu'à Tchernobyl. Par contre, ce que nous avions redouté s'est produit, c'est-à-dire que vous savez qu'un des réacteurs, un des 6 réacteurs de Fukushima est un réacteur au MOX. Le MOX, c'est un mélange d'oxyde d'uranium appauvri et de plutonium-235, et il est avéré aujourd'hui que ce réacteur a été fissuré, qu'il y a donc du plutonium qui a été répandu dans l'environnement, en petite quantité semble-t-il, et semble-t-il aussi uniquement au sol autour des installations. Il n'a pas été dit que ce plutonium ait été projeté dans l'atmosphère au moment de l'explosion d'hydrogène qui s'est produite au tout début de ce que les médias ont appelé l'incident. Mais de toute manière, même si la fuite est limitée, même s'il n'y a pas eu de projection de plutonium dans l'atmosphère, la conclusion à tirer, c'est qu'on est passé, si c'est le cas, on serait passé extrêmement près d'une catastrophe absolument majeure. Parce que le plutonium est un élément d'abord extrêmement toxique, c'est un élément aussi toxique que l'arsenic, et ensuite c'est un élément d'une très virulente radioactivité, cancérigène, dont la demi-vie, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il faut avant que sa radioactivité diminue de moitié, est de 24 000 ans. On considère qu'il faut 10 demi-vies pour qu'un élément radioactif ne pollue plus l'environnement, c'est-à-dire qu'il faudrait 240 000 ans pour être débarrassé de cette pollution au plutonium. Ben, si l'homme de Néandertal avait eu la mauvaise idée d'équiper son système énergétique de centrales au MOX et au plutonium, ben, il y aurait encore aujourd'hui des gens qui contracteraient un cancer par suite de cette irresponsabilité. Donc, c'est de toute manière une catastrophe, c'est d'ores et déjà une catastrophe très grave, ça pourrait être une catastrophe d'une gravité extrême, d'une gravité majeure. Il faut suivre l'actualité, cette affaire est très loin d'être terminée. Alors évidemment, comme après la catastrophe de Tchernobyl, dont on va commémorer dans même pas un mois le 25e et sinistre anniversaire, on a toute une série d'explications de la part des médias, de la part des gouvernements, de la part du lobby de l'énergie nucléaire, comme quoi il s'agit d'un accident, certes d'un accident grave, évidemment, mais il s'agit d'un accident exceptionnel, n'est-ce pas? Et il s'agit d'en tirer les leçons. Et alors on nous dit, pour Tchernobyl, on nous disait, mais c'est la technologie soviétique qui est mauvaise, la technologie occidentale en matière de nucléaire, c'est une bonne technologie, fiable, nous n'aurons jamais d'accident de ce genre. Tu parles, voilà la preuve, 25 ans après, que ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, c'était faux déjà à l'époque. Avant l'accident de Tchernobyl, les spécialistes du nucléaire au niveau mondial considéraient que leurs collègues soviétiques étaient véritablement des experts dans le maniement de cette technologie. Aujourd'hui, on nous joue un jeu, une pièce du même genre, on nous dit, mais évidemment, quelle bêtise d'avoir été construire des centrales nucléaires dans une région de haute activité sismique, comme s'il n'y avait pas moyen de s'en être aperçu plus tôt. Au moment de Tchernobyl également, on nous disait, oui, les erreurs humaines sont inévitables dans un système, dans un régime qui n'est pas démocratique, où les gens sont opprimés, etc. Je vous conseille de lire les articles de presse disponibles, y compris en langue française. Le Monde y a consacré un article, les articles consacrés à la dégradation des conditions de travail des techniciens des centrales en général et de la centrale de TEPCO à Fukushima en particulier. Il n'y a pas photo, c'est le néolibéralisme qui fait ses ravages dans la classe ouvrière, y compris dans ce secteur-là de la classe ouvrière. C'est la flexibilité des horaires, c'est les intérimaires, c'est les travailleurs à temps partiel, c'est les heures supplémentaires, tout ça dans une industrie, dans un métier qui est un métier de stress extrêmement important. Il n'est donc pas étonnant que dans des conditions pareilles, on ait des erreurs humaines ou des accidents. Mais de toute manière,
le fond de la question n'est absolument pas là. Le fond de la question, que ce soit à Tchernobyl, à Fukushima ou à 3 Mile Island aux États-Unis, une dizaine d'années avant Tchernobyl, le fond de l'affaire, c'est la technologie nucléaire elle-même. C'est cette technologie qui est inséparable du risque de catastrophe majeure. Je ne vais pas me lancer dans de grandes explications techniques à ce sujet-là, mais enfin, pour le dire de façon très simple et très imagée, la technologie nucléaire, ça ne sert pas à produire de l'électricité, ça sert à produire des bombes. Voilà à quoi sert la technologie nucléaire. C'est comme ça qu'elle est née. Hiroshima et Nagasaki, c'était les tests des deux premières bombes nucléaires, des premières bombes atomiques. Sur Nagasaki, c'était une bombe au plutonium. Sur Hiroshima, c'était une bombe à l'uranium très enrichie. Et puis après, on s'est dit, bon, ben, il faut tout de même une couverture civile pour pouvoir produire notamment le plutonium des bombes atomiques, spécialement important à partir du moment où on a commencé à développer un armement nucléaire tactique, comme on dit, c'est-à-dire capable de cibler des objectifs précis sur des champs de bataille, et là on a commencé à développer ce nucléaire civil. Mais donc produire de l'électricité avec des centrales nucléaires, c'est-à-dire avec des bombes atomiques qui fonctionnent au ralenti, c'est à peu près aussi absurde que de vouloir fabriquer des automobiles sur base de la technologie de la poudre à canon et du canon. Personne ne monterait avec un sentiment de sécurité dans un véhicule propulsé par l'explosion lente de la poudre à canon. Voilà en fait à quoi revient l'industrie nucléaire. C'est une industrie c'est une technologie qui est incontrôlable et immaîtrisable. Il y a un débat là-dessus dans la gauche française, malheureusement. Je lisais récemment sur un site l'éditorial d'une organisation qui se dit d'extrême gauche et que je ne citerai pas, disant que le problème n'est pas la technologie nucléaire, que les travailleurs, une fois au pouvoir, que le problème, ce sont les rapports de propriété, c'est qui contrôle la technologie nucléaire et en fonction de quelle logique, que quand les travailleurs seraient au pouvoir, ils pourraient développer l'industrie nucléaire au fur et à mesure de la maîtrise qu'ils ont de cette technologie. Ces camarades-là feraient mieux de tirer les conclusions du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maîtrise de la technologie nucléaire et d'en déduire qu'il faut arrêter les centrales, sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Et dans un avenir prévisible, il n'y a pas de contrôle possible de cette technologie. Une fois que la réaction de fission nucléaire est entamée, il n'est pas possible de l'arrêter du jour au lendemain. Vous pouvez avoir un régime de démocratie ouvrière et de contrôle ouvrier généralisé. Ce contrôle ouvrier et cette démocratie ouvrière s'arrêteront à la porte des centrales nucléaires. C'est un secteur de la classe ouvrière qui ne pourra jamais contrôler son outil de production, qui n'aura jamais le droit démocratique d'arrêter le travail, de faire grève. Il y a de nombreux dangers inhérents à cette technologie. Le premier danger, c'est évidemment le danger d'un emballement de la réaction de fission nucléaire elle-même. C'est ce qui se passe à Fukushima, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est ce qui s'est passé à 3 Mile Islands aux États-Unis, mais il y a d'autres dangers. Il y a le danger des déchets. Il n'y a pas de solution pour les déchets nucléaires. Quand on nous dit qu'on va retraiter les déchets nucléaires, quand EDF et Areva en France ont le culot de dire on va recycler les déchets nucléaires, il y a un débat sémantique à avoir. Ce n'est pas du recyclage. Ah bon, ben voilà, le capitalisme vert s'effondre sous nos yeux, c'est une excellente nouvelle. Bien, il n'y a pas de recyclage possible. D'ailleurs, ce fameux réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima, c'était justement un de ces réacteurs fonctionnant au combustible soi-disant recyclé. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ces combustibles recyclés, et notamment le plutonium-235, sont plus dangereux que l'uranium enrichi, et que les déchets de ces centrales fonctionnant au plutonium, au MOX, sont également des déchets radioactifs dont on ne sait que faire. C'est donc véritablement une technologie diabolique, si vous me permettez cette remarque pas tout à fait matérialiste et orthodoxe, et il faut véritablement s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut s'en passer? Mais évidemment on peut s'en passer.
Si on prend l'ensemble des besoins énergétiques de l'humanité au niveau mondial aujourd'hui, le nucléaire ne couvre que 2% de ces besoins. Les nucléocrates, à ce sujet-là, ils mentent comme des arracheurs de dents, ils citent le chiffre de 6%. D'où vient la différence? Elle vient du fait qu'ils s'expriment non pas en énergie secondaire, c'est-à-dire en part des besoins énergétiques de l'humanité, mais ils s'expriment en termes d'énergie primaire. Et quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que 2/3 de l'énergie primaire dans l'industrie nucléaire est gaspillée sous forme de chaleur. L'efficience d'une centrale nucléaire est inférieure à l'efficience énergétique d'une centrale à gaz ou d'une centrale à charbon. Et tous ces gens qui vous assurent que le nucléaire est sans danger n'auraient jamais l'idée de proposer d'installer une centrale nucléaire sur la Canebière au milieu de Marseille ou sur les Champs-Élysées à Paris. Et pourquoi? Parce que ce serait le moyen d'utiliser cette chaleur dissipée aujourd'hui dans l'atmosphère, ce serait d'installer un chauffage urbain. Mais ça montre bien la duplicité de ces gens. Ils vous disent il n'y a pas de problème avec le nucléaire aujourd'hui est sûr, mais jamais ils n'oseraient installer une centrale nucléaire au milieu d'une grande agglomération, et heureusement d'ailleurs. Donc on peut se passer du nucléaire. Le nucléaire aujourd'hui couvre moins une part inférieure des besoins énergétiques de l'humanité que la part qui est couverte par les énergies renouvelables, qui aussi aujourd'hui entre 6 et 8% des besoins énergétiques mondiaux. Le problème n'est pas technique, le problème n'est pas technologique, le problème est en fait un problème social et un problème politique. Et c'est quoi ce problème social et politique? C'est que le capitalisme, en tant que système productiviste, qui ne peut pas se passer d'une croissance de la production matérielle, qui ne peut pas se passer donc de besoins énergétiques, de sources énergétiques, de ressources énergétiques croissantes, le capitalisme aujourd'hui ne peut pas se passer à court et moyen terme de l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre grand problème, les changements climatiques, qui imposent dans les 2 générations à venir de sortir complètement ou quasi complètement de l'usage des combustibles fossiles afin de ne plus envoyer dans l'atmosphère de dioxyde de carbone qui provoque le réchauffement de notre planète. Et donc, dans une logique capitaliste, où pour produire toujours plus, il faut toujours plus de besoins énergétiques, où selon l'Agence internationale de l'énergie, la quantité d'énergie disponible doit doubler tous les 30 ans, dans cette logique-là, et face au défi du changement climatique, le capital et les gouvernements à son service n'ont pas d'autre solution que d'imaginer un bouquet énergétique dans lequel la part du nucléaire augmente et augmente considérablement. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a une étude de l'Agence internationale de l'énergie, ça s'appelle le scénario Blue Map. Le scénario Blue Map, c'est un scénario pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale de 50% d'ici 2050. Petite remarque entre parenthèses, réduire ces émissions de 50% à cette échéance est totalement insuffisant pour sauver le système, pour stabiliser le système climatique. Mais je referme la parenthèse, et en quoi consiste le scénario Blue Map? Il consiste notamment à tripler la part du nucléaire dans la couverture des besoins énergétiques. Ça implique quoi? Ça implique passer d'à peu près 500 centrales nucléaires aujourd'hui à l'échelle mondiale à près de 1500 centrales. Pour le ramener en des chiffres plus concrets, ça impliquerait de construire chaque année, pendant les 40 ans qui viennent, pas moins de 32 centrales nucléaires d'1 gigawatt à l'échelle mondiale. C'est un projet qui est non seulement fou, quand on connaît le danger inhérent à cette technologie. Il n'y a pas qu'au Japon qu'il y a des risques sismiques, n'est-ce pas? En France, à Fessenheim, la centrale de Fessenheim est construite également dans une région sismique. Des centrales au Pakistan, en Inde, sont construites dans des régions sensibles, en Californie également. Mais non seulement c'est un projet qui est fou du point de vue du danger inhérent à la technologie, mais c'est en même temps un projet qui est complètement délirant du point de vue technique. Il n'est tout simplement pas possible de construire 32 centrales d'1 gigawatt par an dans les 40 années qui viennent. Regardez les tribulations d'EPR en Finlande, il y a près de 10 ans que cette centrale est en voie de construction. Et puis on ne nous dit pas tout, on nous dit 32 centrales nucléaires d'1 gigawatt par an, mais
les réserves connues d'uranium ne permettent d'alimenter le parc actuel de centrales, donc les moins de 500, que pendant 60 années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet Blue Map, avec ses 32, son triplement du parc nucléaire mondial, implique le recours systématique à la technologie du plutonium, le recours systématique à cette technologie du MOX qui a été utilisée au réacteur numéro 3 de Fukushima. Et ça, c'est un projet véritablement inacceptable aussi pour des raisons fondamentales, parce qu'il implique inévitablement le risque de prolifération militaire du nucléaire. C'est l'utilisation du plutonium et la fabrication d'armes. Et donc, c'est un dossier qui montre véritablement l'impasse dans laquelle se situe aujourd'hui le système capitaliste et les conditions auxquelles il espère en sortir. Car si on pense que les besoins énergétiques, la quantité d'énergie à fournir doit doubler tous les 30 ans, ben non seulement il faut tripler le parc nucléaire, mais il faut aussi recourir systématiquement à des centrales au charbon avec la technologie dite du charbon propre. Il faut recourir systématiquement à l'usage des gaz de schiste dont parlera Christine tout à l'heure. Il faut recourir systématiquement à la production massive d'agrocarburants, quitte à mettre en danger l'alimentation mondiale, etc. Et donc, on est véritablement, quand l'annonce pour la soirée dit pour sortir du nucléaire, osons sortir du capitalisme, ou quelque chose comme ça, c'est effectivement la discussion. Parce que la combinaison du risque nucléaire et la combinaison du risque climatique confronte l'humanité à des choix absolument fondamentaux et extrêmement compliqués. Dans le bouquin dont José Marie a oublié de faire la publicité et que j'ai écrit, donc je vais faire moi-même ma publicité, mais je n'en ai plus parce qu'il se vend tellement bien, donc l'impossible capitalisme vert, aux éditions La Découverte, merci, fin du clip publicitaire. Donc j'ai résumé le problème comme ceci. Il y a d'un côté 3 milliards de gens sur Terre qui vivent dans des conditions indignes de l'humanité, dont les besoins fondamentaux, il ne s'agit pas de besoins de luxe, les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Électricité, accès à l'eau potable, logement correct, habillement, alimentation, etc. Satisfaire les besoins de ces gens-là implique produire davantage. Et produire davantage aujourd'hui implique inévitablement recourir à des combustibles fossiles dont la combustion envoie du CO2 dans l'atmosphère. D'un côté, il y a cette donnée-là. Et de l'autre, il y a quoi? De l'autre, il y a le fait que le système climatique est au bord de l'infarctus, qu'on ne peut pas se permettre de brûler davantage de combustibles fossiles, qu'au contraire, il faut que les émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés, dans les pays capitalistes développés, diminuent de 90 à 95% d'ici 2050, c'est-à-dire qu'il faut en 2 générations abandonner le pétrole, le charbon et le gaz naturel, et qu'à l'échelle mondiale, y compris avec les pays en développement, il faut que les émissions diminuent de 50 à 85%, et il faut que cette diminution commence en 2015 au plus tard, c'est-à-dire tout de suite. Si vous mettez ces deux données l'une en face de l'autre, et que vous vous posez la question, le capitalisme peut-il faire ça? Le capitalisme peut-il à la fois satisfaire des besoins sociaux fondamentaux non solvables d'une population qui n'a pas les moyens de les payer, de payer ses besoins? Et est-ce que le capitalisme peut en même temps sortir des combustibles fossiles alors que les renouvelables sont plus chers et resteront plus chers pendant les 20 à 30 ans qui viennent? Il n'y a pas photo. La réponse, c'est non. Le système capitaliste est incapable de faire face à ce défi. Et donc, à travers toute cette histoire de Fukushima et du nucléaire, on ouvre en fait une discussion de fond sur la nécessité d'une alternative anticapitaliste, mais une alternative anticapitaliste qui est, pour ainsi dire, placée sous une contrainte environnementale. Et ça, c'est une situation que les révolutionnaires ou les anticapitalistes du siècle passé n'ont jamais connue. Il faut satisfaire les besoins sociaux sous contrainte environnementale. Et il n'est pas question de transgresser cette contrainte environnementale, parce que la transgresser signifierait des catastrophes écologiques dont les pauvres, qui ne sont pas responsables du changement climatique, seraient précisément les premières victimes. Et donc il n'y a pas moyen de s'en sortir, ça c'est ma conviction intime, je crois que c'est aussi la conviction au sein du NPA, il n'y a pas moyen de s'en sortir sans faire des incursions profondes dans la logique capitaliste, sans contester profondément la logique capitaliste. La première chose, quelques idées pour terminer,
S'il faut produire moins et consommer moins d'énergie, il faut travailler moins. En définitive, c'est à ça que ça revient. Donc il faut remettre en avant la revendication d'une réduction du temps de travail qui soit une réduction radicale. Il faut mettre en perspective la demi-journée de travail sans perte de salaire, avec embauche compensatoire et avec réduction radicale des cadences de travail. Sinon, si on embauche au prorata de la réduction du temps de travail et qu'on ne réduit pas les cadences, on ne produira pas moins. Donc c'est une première piste. Je sais que c'est une revendication qui paraît en dehors au-delà des rapports de force sociaux actuels, mais il faut avoir le courage, je crois, de mettre ce genre de choses en perspective. La deuxième chose, c'est qu'il faut une planification mondiale. Il est absolument impensable de réaliser, de faire face à ce défi avec les 3 milliards de gens qui manquent de l'essentiel d'autre part, et d'autre part les nécessités de réduction radicale des gaz à effet de serre sans un mécanisme de planification. Il faut, si on prend au sérieux le droit au développement des peuples du Sud, il faut leur permettre, leur donner les instruments d'un développement propre. Donc il faut leur transférer les technologies propres. Il faut le faire gratuitement. Donc il faut sortir du système de brevets. Il faut donc une décision politique qui va dans le sens d'une planification mondiale appuyée sur des systèmes de planification régionaux, continentaux et locaux. Troisièmement, il faut augmenter la part du service public. On pourrait très rapidement réduire les émissions de gaz à effet de serre, économiser l'énergie et donc se passer du nucléaire dans nos sociétés. En Europe, je crois que de mémoire, la part des émissions de gaz à effet de serre qui viennent du secteur du bâtiment et du logement oscille entre 25 et 30%. Dans beaucoup de pays, les habitations sont de véritables passoires thermiques et c'est une solution, une situation qui peut trouver une solution relativement aisée. On peut transformer les maisons en maisons passives, on peut même faire des maisons positives, c'est-à-dire des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, mais la demande solvable n'est pas là pour faire face à ces possibilités. Et donc la solution tombe sous le sens. Il faut créer un service public d'isolation, rénovation de l'ensemble des logements, sous contrôle des populations, avec autogestion dans les quartiers, contrôle dans les quartiers, etc. Mais qui dit ça, dit évidemment il faut prendre l'argent quelque part, et donc vous voyez que de fil en aiguille, on développe l'ensemble d'une alternative anticapitaliste à la société actuelle. Alors je terminerai en disant que ce qui est nouveau dans la situation, c'est comme je l'ai dit, le fait que l'alternative anticapitaliste à proposer aujourd'hui, et qui inclut cette sortie du nucléaire obligatoirement, c'est une alternative qui doit être gérée et pensée sous contraintes environnementales drastiques, strictes, sévères, qu'on ne peut pas transgresser. Ça implique qu'un certain nombre de choses vont devoir changer inévitablement dans le mode de vie, dans les habitudes de la population. On ne va plus pouvoir prendre un vol low cost pour aller faire les soldes à Madrid à partir de Brussels South Charleroi Airport, l'aéroport qui se trouve près de ma maison en Belgique. Ce n'est plus possible. Je connais des gens, des salariés, pas des riches, qui font ça. Ils prennent l'avion pour un week-end, les prix sont tellement bas, et vont faire les soldes à Madrid ou à Milan. On ne pourra plus faire ça. De façon beaucoup plus fondamentale, il va falloir changer un certain nombre de choses importantes, notamment en matière d'alimentation. Il y a un chiffre absolument étonnant. Plus de 45% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de l'agrobusiness, au sens large, au sens très large, y compris la fabrication des intrants, y compris la fabrication des machines agricoles, y compris la distribution des produits, le fait que le pot de yaourt fait 3000 km avant d'arriver sur votre table de petit déjeuner, etc. Plus de 45% des émissions viennent du secteur de l'agrobusiness. Il est bien évident que si on veut résoudre ce problème-là, il faut le faire par une agriculture de proximité, mais ça impliquera inévitablement un changement du régime alimentaire des populations partout dans le monde et en particulier dans les pays capitalistes développés. Donc il va y avoir un certain nombre de changements importants qui sont la résultante, et c'est un phénomène nouveau, qui sont la résultante du fait qu'il faut penser la transition vers une société post-capitaliste sous contrainte environnementale. Et là, il y a un très très grand problème, c'est qu'il faut trouver les moyens de convaincre une majorité sociale que ça vaut la peine de faire ça, qu'il y a derrière un projet de société qui en vaut la peine, un projet de société qui soit capable de susciter l'envie d'aller vers une société post-capitaliste, plutôt que de brûler du pétrole tant qu'il y en a, en se disant peu importe les générations futures. Et je crois que le grand deal à réaliser, c'est un deal sur le temps.
C'est un deal sur le temps. Il faut quelque part avoir comme axe stratégique que le grand progrès qualitatif dans les pays capitalistes développés, dans nos sociétés, ça va être la conquête du temps libre. Du temps libre pour jouer, du temps libre pour jouir, du temps libre pour créer, du temps libre pour l'amour, du temps libre pour les relations humaines, du temps libre pour l'autogestion de la société, du temps libre pour véritablement ce qui fait l'essence de notre existence et le fait que quand on approche de la fin, on se dit qu'on n'a pas perdu son temps sur cette terre. Voilà, je vous remercie.